Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo et je l'enregistre plutôt que de faire un live parce que vous savez, ou vous le découvrez, que je voyage et que la connexion est parfois aléatoire et que je préfère... on a plus d'homogénéité si j'enregistre. Aujourd'hui, ce week-end, je suis à Saint-Jacques-de-Compostelle et demain, dimanche, je me rendrai à Porto où je rejoindrai Christine, qui est l'une de mes coachées. On va bosser un peu ensemble pendant 2-3 jours. Donc voilà, j'ai une inspiration pendant que je suis ici à Saint-Jacques. J'ai eu envie de vous parler. Je vais encore le faire assez bien ultérieurement parce que je veux que vous compreniez les enjeux de la charge mentale, toutes les implications, tout ce que ça pourrait faire et aussi d'où ça vient et comment ça... comment la charge mentale et tout ce qui va avec se saisit de votre vie. Comme j'ai toujours des difficultés à emprunter des métaphores au règne animal parce que je ne suis pas spéciste et du coup je trouve que employer des insultes liées au monde animal, c'est faire insulte aux animaux. Donc j'aurais dit comme une pieuvre, mais je dois trouver autre chose. Comme un alien, voilà. Comme un alien, la charge mentale. Et c'est exactement ça, parce que le mot qui vient ensuite, c'est le mot aliénation. La charge mentale, c'est une modalité, c'est une déclinaison de l'aliénation dont nous faisons tous l'objet dans notre société. Dans cette société, dans toutes les sociétés, les gens font toujours l'objet d'une forme d'aliénation, mais la nôtre en Occident est vraiment très très prégnante. Et l'aliénation de façon globale, c'est l'idée d'être étranger à soi-même, d'être dissocié de soi-même, mais de la même manière d'être non seulement séparé de soi, mais d'être séparé des autres, d'être séparé de tout. On vit dans un monde qui est complètement clivé et où les liens sont rompus. Et pour se réconcilier, avec soi principalement et ensuite avec la vie, on a un gros travail à faire de réconciliation et de reconstruction des liens. Alors, Madame Charge Mentale, c'est un projet qui est arrivé dans ma vie de façon inattendue et inéluctable en même temps. C'était pas mon projet. Comme beaucoup de gens de mon âge, on pourrait se dire « oui, ça ne me concerne pas la charge mentale ». Et en fait, ça concerne tout le monde, y compris les enfants, y compris les hommes, y compris les célibataires, Et la charge mentale des hommes n'est pas celle des femmes. Dites-le vous bien, parce que certains auteurs ont tendance à croire que la charge mentale des hommes, c'est la même que celle des femmes, mais pas du tout, c'est pas la même chose. Notre charge mentale résulte, à tous, résulte des conditionnements qu'on a subis. Il y a des conditionnements qui sont globaux, qui pèsent sur tout le monde, y compris sur les enfants. Et puis il y a des conditionnements qui sont spécifiques, dont notamment le grand clivage entre les hommes et les femmes. C'est pas la même chose. Mais c'est important, et à un moment je le ferai, de parler de la charge mentale des hommes parce que une certaine frange féministe, il y a beaucoup de féminisme. Donc dites-vous toujours que quand je parle des féministes, c'est toujours une veine, une tendance, et c'est pas le féminisme en général. Et donc une certaine tendance du féminisme actuel tend à mettre fort en valeur, en exergue, à souligner, à batailler contre la domination masculine, qui est le fruit du paternalisme, mais le paternalisme a un autre enfant qui répond à la domination, c'est la soumission. Les hommes sont formatés pour la domination, les femmes sont formatées pour la soumission. Et la charge mentale, elle est liée à ça. Et nos difficultés de femmes sont liées à ça. Et donc je disais que mon intérêt pour la charge mentale faisait pas partie de mes projets. Et il a résulté du fait que moi, mon projet, c'est l'écologie. Je suis une écolo depuis la nuit des temps, depuis les années 70. Et mon projet, c'était de promouvoir la transition des familles vers un mode de vie durable qui ne porte pas atteinte aux vivants.
pour le dire d'une façon très simple. Et puis je me suis rendu compte, à ce moment-là j'avais fondé Tribuzen, et je me suis rendu compte que pas mal des membres de la communauté de Tribuzen, elles s'intéressaient au sujet mais elles ne faisaient rien. Et quand j'ai posé la question, on m'a répondu « j'ai pas le temps ». Et derrière « j'ai pas le temps », il y a la charge mentale. Donc j'ai tiré le fil. J'ai tiré le fil et avec qui je suis, avec le parcours personnel que j'ai, avec les études que j'ai faites, avec mes centres d'intérêt. Et j'ai adopté une manière de procéder très particulière qui est, je ne le savais pas, j'ai fait ma Madame Jourdain, hein, j'ai fait la microsociologie sans le savoir. Donc j'ai dialogué beaucoup avec principalement les femmes de la communauté Tribuzen, mais aussi les questions que je posais, elles étaient éclairées par mon propre vécu de mère quand je l'étais, dans les années 80. Donc j'ai posé des questions qui étaient éclairées par ma propre expérience, et les réponses que j'ai reçues m'ont amené à m'interroger, à nuancer l'appréhension que j'avais de ma propre expérience. Plus j'ai lu des bouquins, plus j'ai fait des recherches, plus j'ai encore interrogé des gens, et ça a donné une approche, une vision de la charge mentale, mais totalement différente, bien plus large et bien plus intéressante que tout ce qui s'est fait jusque-là, parce que j'ai pu mettre en évidence toujours, je dois toujours attribuer la maternité, je ne vais pas dire la paternité, la parentalité, du concept tel que j'ai développé à ces dialogues que j'ai eus avec ces femmes. Et ces dialogues sont très particuliers parce que j'ai obtenu beaucoup de confidences sur des choses qui sont des sujets de honte. Donc ces femmes ont été très sincères, ont exprimé avec beaucoup de sensibilité et d'humilité des choses qui leur faisaient honte et qu'on garde pour soi parce que ça ne va pas de penser de cette manière-là et d'être comme ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas une fille docile et ça ne va pas. Une femme, ça doit se taire et être docile et faire ce qu'on lui dit de faire. Et donc, j'ai déjà commencé le sujet. Je vous ai dit que je voulais parler, vous éclairer, et je le ferai à travers toute une série de vidéos. Donc je vais aborder un sujet bien précis, non, un cas. Je vais aborder un cas. Dans chaque vidéo, j'aborderai un cas. Mais je voulais vous dire aussi que au bout de la vidéo, je vous parlerai de mes 2 programmes parce que je veux vraiment que la vie d'un maximum de femmes change. Je veux que vous vous rendiez compte de qui vous êtes réellement. Je veux que vous vous rendiez compte que vous êtes pris dans les bras de cet alien, de l'intérieur aussi, et que vous êtes quelqu'un d'autre que ça, et que non seulement vous-même pour votre joie de vivre, mais que le monde, la vie sur Terre, vos enfants, les générations futures ont besoin que vous vous libériez de cet alien. Voilà, j'ai trouvé une image pour parler de l'aliénation et de la charge mentale. Alien, qui va parler à beaucoup de gens. Donc il y a ce livre qui est là, je ne sais pas où il est, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mais il suffit de fouiner un petit peu dans mon environnement et vous trouverez le livre. Alors, donc la charge mentale, c'est, je viens de vous le dire, et ça n'affecte pas que les femmes. La plupart des femmes, les hommes ne se plaignent pas parce qu'ils ont été éduqués pour ne pas parler de leurs émotions, pour ne pas se plaindre, etc. Mais quand on se met à les écouter, ils ont beaucoup de choses à dire, et donc il y a beaucoup de souffrance de leur côté aussi, et le vécu de gros conditionnements et un gros sentiment d'aliénation aussi. Je tourne la page des hommes, je n'aborde pas le sujet aujourd'hui. Les femmes qui se plaignent de charge mentale ont tendance à l'appréhender comme une fatalité. Boum, ça m'est tombé dessus, c'est inéluctable, je ne peux rien y faire. Et elles ne se rendent pas compte qu'elles ont fait quelque chose pour choper la charge mentale. Elle n'arrive pas n'importe quand, la charge mentale. Elle arrive, elle flotte dans l'air comme ça. Et elle est
elle est dans la poche kangourou de la maternité, en fait. Donc, on chope la charge mentale quand on devient mère. Avant ça, on forme un couple sympa, ça roule, et puis on devient mère, et hop, ça arrive, mais tout de suite. Tout de suite. Pour celles qui s'en plaignent, hein, je ne dis pas que ça arrive à toutes. Et elle résulte d'une docilité qui nous a été inculquée. Je dis nous, et c'est un nous rhétorique parce que moi je n'étais pas docile. Celles d'entre vous qui me connaissent m'ont déjà entendu dire que j'étais et que je suis toujours une méchante fille, mais dès toute petite, ma mère m'a dit que j'étais méchante, a répandu auprès de toute la famille, m'a fait auprès de toute la famille une réputation de méchante, et ce n'est que depuis que je travaille sur la charge mentale que j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là. Méchante, c'est le contraire de docile. Docile, c'est enfant sage, qui fait ce qu'on lui dit de faire, qui fait ce qu'on attend d'elle, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de remous. Et là, quand je parle comme ça, j'imagine que ça parle à pas mal d'entre vous, directement. Et moi, j'étais pas comme ça. Et c'était, je suis née comme ça, je suis née méchante, quoi. et je le suis restée, et je le suis restée d'autant plus que, comme je n'ai pas été éduquée dans ma famille, probablement que je n'ai pas subi les imprégnations que subissent la plupart des femmes. Donc, voilà probablement pourquoi je suis restée méchante. Et donc, le truc, c'est que cette docilité, ben, c'est quasi une nécessité chez le petit enfant d'être docile, puisque c'est la manière pour lui d'obtenir l'amour des adultes. Et donc, Aline Nativel-Idamou dit quelque chose d'intéressant dans son bouquin « La charge mentale des enfants ». Les enfants renoncent à leur enfance, c'est-à-dire la fraîcheur, la créativité, la spontanéité, la joie de vivre. Ils y renoncent pour faire plaisir à leurs adultes, parce que c'est ce que les adultes attendent d'eux. Combien de fois vous a-t-on dit « calme-toi, assieds-toi sur ta chaise et attends qu'on te dise que faire ». Et donc c'est pour être aimé des adultes et aussi par amour pour leurs adultes, puisqu'ils croient que c'est le langage de l'amour de leurs adultes, ils se plient aux exigences, mais c'est aussi parce que les enfants sont en danger de mort. Si les petits perdent l'amour de leurs parents, il y a une véritable menace sur leur existence, et donc ils renoncent au potentiel avec lequel ils naissent par amour et pour être aimés. Et en fait, la plupart des gens ont gardé ça. Donc, quand nous étions petits, c'est pas que ça se justifiait, c'était compréhensible puisque nous dépendions de nos parents. Mais une fois adultes, nous travaillons, nous subvenons à nos besoins. Pourquoi? C'est une question que je vous invite à vous poser et à explorer. Qu'est-ce qui vous oblige à continuer à renoncer à des choses qui ont de la valeur pour vous par besoin de validation? C'est une question que je vous invite à vous poser, à laquelle je ne répondrai pas pour vous. La réponse vous appartient. Et donc voilà, ce truc était valable pendant l'enfance et il n'a plus d'utilité maintenant. Donc renoncez à des choses qui ont du sens pour vous, pour être validé, pour avoir l'approbation, etc. Et ça fait que ça vous éloigne du bonheur, ça vous éloigne de la paix, ça vous éloigne de la joie de vivre. Ça fait de vous une personne frustrée et acariâtre et qui ne va pas avoir de patience avec ses enfants et son conjoint. Oui, je suis quelqu'un qui dit des choses désagréables à entendre. J'avais oublié de le préciser au départ. Les personnes qui me connaissent le savent. Celles qui ne me connaissent pas, vous découvrez que je suis effectivement une méchante personne. Et voilà une situation concrète. C'est une jeune femme avec qui j'ai parlé hier, puisque j'offre la possibilité de demander une séance avec moi. C'est pour les personnes qui ont l'intention de bosser avec moi. Et donc c'est une séance de défrichement où je vais déjà vous donner un éclairage sur votre problématique
et je vais vous proposer, si je sens que je peux vous aider en personne, je vous fais une proposition. Si je sens que le programme, la méthode pour se libérer de sa charge mentale vous convient, je vous le dis. Et si je ne peux pas vous aider, je vous le dis aussi. Mais donc voilà, une personne avec qui j'ai un entretien hier, et on va l'appeler Céline, hein, on ne va pas dire son vrai nom, et c'est une deuxième union avec un monsieur qui a déjà une petite fille de 7 ans, et ils se sont mis d'accord, donc ils forment un couple, quoi. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'on n'allait pas demander aux enfants de participer à la vie domestique. Parce que eux, ni l'un ni l'autre, on a mis cette pression-là sur eux. Et son langage est un langage très binaire. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal, il y a mettre de la pression, alors que ça pourrait être accompagner la croissance, accompagner les apprentissages, puisque moi j'ai pas mal d'exemples de personnes à qui leurs parents ont voulu épargner le travail domestique, hein, parce que c'est un travail subalterne, un travail qui ne mérite pas. Hein, tu vaux bien mieux que ça, va étudier, va jouer de ton instrument, et c'est moi qui n'ai pas fait d'études qui vais le faire. Et puis alors les conséquences pour ça, c'est que quand ces gens-là qui ont été traités comme ça arrivent à l'âge adulte, ce sont des manchots qui savent à peine se cuire un œuf, qui vont être dépendants, qui manqueront de plein de compétences en ce qui concerne non seulement la gestion du foyer, hein, parce que il faut pas, c'est totalement inadéquat de considérer la vie domestique et toute la gestion du foyer comme une tâche subalterne et comme un ensemble de tâches subalternes et comme des choses dégradantes et emmerdantes. C'est pas vrai. Ça dépend de ce qu'on se raconte à leur sujet, et ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Ce qu'on se raconte au sujet des choses, au sujet des gens, au sujet de soi-même. Le piège, il est là. Si on n'y réfléchit pas, si on ne décide pas de se raconter autre chose, tout ce qu'on se raconte provient de nos formatages. Et donc génère autant d'entraves à notre bonheur, de blocages, d'empêchements, de choses qu'on refuse parce qu'on ne les explore même pas, tellement on nous a dit que c'était pourri, que ça ne valait pas la peine. Voilà. Donc, on décide de ne pas inclure la petite fille dans les choses du foyer, et puis un petit bébé naît, et donc le bébé a été fabriqué 1 an après qu'ils se soient rencontrés, et la personne me dit, et voilà, c'est important, c'est super important qu'on me dise ce genre de trucs, parce que ce sont, et que moi, je le répète, parce que ce sont des autorisations qui vous sont données à vous, aux femmes, de dire ce qu'elles sentent réellement, parce que notre culture, comme je vous le disais, nous éduque, nous enseigne à avoir honte de tout ce qui déroge à ce qui est politiquement correct, politiquement au sens de être comme tout le monde. Voilà. Et donc elle me dit, mais dès que l'enfant est né, je me suis dit, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ça va être tous les jours comme ça, et pendant des années. Et je ne me sens pas une bonne mère. Ce petit bébé est super sympa, tout gentil, tout doux, et ça me va de jouer 5 minutes avec elle et puis je m'emmerde. Et j'ai honte de moi quand je m'emmerde, j'ai honte de moi d'avoir envie de faire autre chose. Et ben, j'ai un autre sujet que je pourrais aborder avec elle, mais j'en parlerai une autre fois. Sinon, on est parti pour une longue vidéo et je ne suis pas sûre que ça vous amuse de regarder une longue vidéo. Donc, je pars sur le sujet du bébé, dont on se dit après qu'on l'ait fait, merde, est-ce que j'ai pas fait une gaffe? Mais combien de millions de femmes ne se sont pas dit merde, est-ce que j'ai pas fait une gaffe, mais se sont tues parce qu'elles avaient honte de ne pas être adéquates. Alors,
ce qui se passe, ce que je veux vous dire, c'est que la société nous façonne. Donc parmi tous les façonnages, tous les conditionnements dont nous faisons l'objet, et je ne veux pas dire dont nous sommes victimes, je préfère un maximum essayer de formuler les choses d'une manière qui nous inclut dans la construction, dans la mise en place du problème. Donc nous nous sommes laissés faire, je préfère dire ça. Nous avons accepté, parce que nous avons cru, notamment que les adultes qui nous entouraient nous voulaient du bien, et c'est le cas. Hein. Les adultes qui nous entouraient nous voulaient du bien, et nos enseignants, et nos parents, et même s'ils ont procédé d'une manière qu'au bout du compte on estime inadéquate. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait de bonne foi. Et ce qui se passe, c'est que tout le contexte dans lequel nous vivons, depuis toute petite, depuis tout petit tous, nous façonne de manière à ce que nous ayons certaines croyances, certains désirs, et de manière à ce que nous croyons que l'accomplissement dans une vie, c'est tel chemin, que le succès, c'est tel chemin. Et nous, les femmes spécifiquement, la société nous utilise notre corps pour se reproduire. La société peut se reproduire grâce à la biologie féminine. Et vous pourriez vous dire, oh, encore une complotiste. Mais écoutez, vous savez quoi, le marketing existe depuis très longtemps, et depuis 100 ans, depuis les années 20, un peu plus tard, donc un peu moins de 100 ans, depuis 100 ans, on utilise des stratégies marketing qui mettent en œuvre la psychologie des profondeurs et qui ont été mobilisées au service de la manipulation des foules. Donc oui, et oui, ça ne fait pas de doute, nous sommes conditionnés délibérément. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une émergence. Et donc, quand vous voyez, par exemple, il y a des, suivant les pays, d'abord ce sont toujours des hommes qui légifèrent sur l'avortement. Oui, non, oui, à partir de quel mois? Non, pas l'avortement, comme ça se déroule actuellement, ou comme ça vient de se dérouler au Texas. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin de légiférer sur la fécondité des femmes? C'est notre corps, pourrions-nous dire. Hein? C'est un sujet sur lequel la vague féministe des années 60-70 s'est beaucoup battue. C'est à l'époque qu'on a gagné le droit à l'avortement, dans les années 70. Et bon, je ne retrace pas cette histoire-là, hein, mais et maintenant on régresse. Mais qu'est-ce que des hommes ont besoin de légiférer sur la fécondité des femmes si c'est pour une autre raison qu'on a besoin que la société se reproduise? On a besoin que la société se reproduise avec les mêmes inégalités, avec les femmes qui sont au service de. Réfléchissez à ça. Et surtout, parlez-en aux plus jeunes, parlez-en aux célibataires, parlez-en à celles qui n'ont pas d'enfants. Arrêtez de leur dire que d'avoir des enfants, c'est merveilleux. Il y a plein de femmes pour qui avoir des enfants, c'est pas merveilleux. Et enfin, actuellement, il y a des livres qui se publient à ce sujet-là, sur les regrets que des femmes ont et ont eu d'avoir des enfants. Et ça n'empêche pas d'avoir aimé ces enfants. Hein. Ça n'empêche pas du tout de les avoir aimés. C'est pas parce qu'on regrette de les avoir eus qu'on ne les a pas aimés. C'est autre chose. Mais enfin, les langues se délient, enfin, des femmes osent parler. Mais le sujet, c'était sur lequel je voulais insister, je voulais vous dire, insister là-dessus, c'est que le désir d'enfant, il est conditionné. Et c'est très important de permettre aux femmes d'y réfléchir, parce que ça a des conséquences pour l'existence entière. C'est quand même important. Et ce qui se passe alors, c'est que
donc la société nous façonne mentalement pour nous instiller le désir d'enfant, et aussi pour, du coup, de la même manière que cette jeune femme, cette Céline que j'évoquais, ben, si on n'inclut pas l'enfant dans les tâches domestiques, et si le conjoint a autre chose à faire, ben, du coup, c'est la femme qui se farcit tout. Et du coup, ce qu'on ne pense pas, c'est-à-dire ce sur quoi on ne mène pas une réflexion, ça nous empêche de repenser les choses de manière à prendre en compte nos véritables besoins et notre véritable identité. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un mode et il y a un système de référence par défaut. Il y a un discours qui flotte dans l'air. Ça s'appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est l'impensé collectif. Ce sont les évidences collectives. Donc si vous n'y réfléchissez pas, si vous ne voyez pas de quelle manière ça vous rend service ou bien ça vous a servi, eh bien vous êtes piégé, vous devenez la domestique. Par exemple, avec une de mes coachées, récemment, dans le cadre de la méthode pour se libérer de la charge mentale, elle a dit quelque chose d'important, et c'est pour ça que c'est super, super important de parler. Elle a dit, moi je me sens vraiment en porte-à-faux avec, on est en conflit, mon conjoint et moi, parce que pour lui, le rôle de la femme, c'est ceci, 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 cela. Et moi, je n'aime pas faire ceci, ceci, cela. Et le truc, c'est que quand on s'en réfère comme ça à des généralités, à des abstractions, à des concepts, mais c'est pas les gens. Les gens, c'est pas les concepts. Donc cette femme qui me parlait, je lui dis, ben, tu réponds à ton mari que lui, il souhaite quelque chose de conceptuel et qu'il est tombé sur une vraie femme qui correspond, qui a d'autres désirs et qui ne colle pas à ce concept qui n'est pas une réalité. Un concept, c'est pas la réalité. Donc la beauté, la perfection, la femme parfaite, physiquement aussi, et c'est pas la réalité, quoi. Si c'était la réalité, on n'aurait pas besoin de photoshopper les femmes pour les magazines. Et donc nous sommes façonnés pour trouver par exemple que la servitude est une évidence. Et oui, c'est un truc par défaut. Si je trouve normal de ne pas proposer à l'enfant d'apprendre des choses intéressantes, enfin, voilà. Et je n'hésite pas à dire intéressante parce que, par exemple, mes enfants, la question de les inclure dans la vie domestique, ça n'a jamais été... la question ne s'est même pas posée, en fait. Ils ont été inclus dans la vie domestique. Et dès qu'ils ont eu acquis la coordination motrice, ils ont fait des choses. Et je le vois régulièrement dans plein de familles actuellement, hein. C'est un sujet que j'aborderai aussi. Le fait de vouloir toujours tout faire pour eux, ça fait qu'on les traite comme des petits handicapés et qu'on les empêche de faire des apprentissages. Ouais, sorry pour les personnes qui ont des handicapés dans leur famille. Hein. Je devrais essayer de trouver d'autres métaphores de la même manière que j'essaie d'en trouver pour les animaux. Mais donc, chaque fois qu'on n'inclut pas les enfants dans l'univers des adultes, on les empêche de faire des apprentissages. Voilà. On hypothèque leurs compétences futures. C'est aussi simple que ça. Et donc, en épousant cette servitude de bonne grâce au départ, et puis à la fin on n'en peut plus, on adopte en même temps une logique, une dynamique sacrificielle, on entre dans l'abnégation, et on épouse vraiment la domesticité, et en se disant, en se persuadant de bonne foi que c'est bien, que c'est ça. C'est inhérent à mon rôle de femme. Et là, c'est des histoires ambiantes
qu'on a adoptée, qu'on a faite sienne. Et dont on se dit, c'est moi, c'est mon identité. Et ça, on peut le croire, on peut l'adopter en toute bonne foi et trouver ça ok pendant un temps. Et puis il y a un moment où beaucoup de femmes se disent, mais merde quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, et si vous en êtes là à vous dire ça, moi je vous invite à vous dire, mais vous avez fait ce que vous jugiez adéquat à cette époque-là. D'ailleurs, vous avez fait un choix pondéré. Vous avez décidé avec votre conjoint que c'était vous qui feriez un choix rikiki en matière professionnelle parce que c'était mieux pour la famille. Puis maintenant, vous êtes dans un autre genre de dynamique, vous avez envie d'autre chose et vous allez faire autre chose. Voilà. Donc, ce qui va se passer alors, à ce moment-là, les femmes qui en sont là, qui se disent « Mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est temps de passer à autre chose », vous êtes dans une phase où vous vous rendez compte que vous avez une identité différente de celle que vous avez acceptée, en embrassant la charge mentale notamment, et que il y a quelque chose à faire pour cesser de souffrir du fait d'avoir réprimé qui vous étiez authentiquement. Je ne sais pas si on est quelqu'un authentiquement, mais je sais que beaucoup de gens ont des aspirations profondes qui se manifestent très très vite dans leur vie, et soit leur milieu leur permet de déployer ces aspirations profondes, ces talents, ces passions, et super, ou soit le milieu inhibe tout ça, empêche tout ça d'exister, mais il n'est jamais trop tard pour y revenir. Il faut juste vous donner l'autorisation d'y revenir. C'est une question de décision, hein. Parce que toute votre vie, toute votre organisation, toute l'organisation de la vie que vous menez avec vos proches peut se réorchestrer sans brutalité à partir de cette aspiration, cet élan qui remonte et qui a besoin de s'exprimer. Et donc c'est là que je vous parle de mes accompagnements. J'ai 2 accompagnements que je promeus pour l'instant et auxquels je tiens vraiment. C'est un accompagnement, la méthode pour se délivrer de la charge mentale. C'est une méthode qui a pour objet de vous délivrer en 2 mois de la charge mentale, de vous permettre d'une part de vous adonner à vos passions, à ce qui vous fait vibrer, à arrêter avec la frustration et le sacrifice, parce que en 2 mois, vous serez parvenu à modifier les interactions, les relations et la manière de communiquer de manière telle que vous ne soyez plus la domestique et que le ménage se fasse tout seul. Je ne peux pas le dire autrement. Donc ça, c'est pour la méthode, c'est pour les femmes qui souffrent au niveau de l'intendance, qui en ont marre d'être les domestiques, d'abord qui se rendent compte qu'elles sont les domestiques, qui en ont marre de ça. Maintenant, je ne vais pas plus loin dans la description de cette offre d'accompagnement. Je vais vous donner un lien que j'associerai à cette vidéo et qui vous permettra de vous inscrire sur la liste d'attente puisque la formation est en cours pour l'instant et que je relance une cohorte en janvier. Donc vous serez sur la liste d'attente et vous serez avertis dès qu'on recommence pour pouvoir enfin vivre la vie qui correspond à qui vous êtes, vivre une vie qui vous ressemble. Et je vous promets que ça marche. Et l'autre parcours que je propose, c'est un parcours en individuel. Donc en face à face, via le web. Le parcours s'appelle Femmes debout. Et il s'adresse aux femmes qui ont une volonté, qui sont moins accablées. Disons que la charge mentale domestique est présente dans leur environnement, mais par exemple, elles se rendent compte qu'elles ne mettent pas leur plein potentiel dans un projet qu'elles ont, notamment un projet professionnel. Elles se rendent compte qu'elles ont des entraves
qui viennent de différents endroits, qui viennent de leur histoire individuelle, qui viennent de leur histoire de pression contextuelle et des choses comme ça. Et dans ce parcours-là, je vous aide à retrouver le lien, à reconnecter avec votre puissance. Et là, on entre dans une dimension magique. Hein. Là, une fois, et ça se passe très très vite, une fois que vous avez reconnecté avec votre puissance, alors le monde s'organise autour de vous, des opportunités se mettent en place, des opportunités viennent à vous, et vous, sans que vous sachiez d'où elles viennent, boum, ça arrive, des synchronicités se mettent en place, vous accédez à une stabilité émotionnelle vraiment épatante. Et là, c'est l'accompagnement Femme debout et je vais vous donner le lien aussi en annexe à cette vidéo. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!